Avec la sortie du désormais multi-oscarisé The Artist et le beaucoup plus discret Hugo Cabret de Martin Scorsese, l'année 2011 fut marquée par un retour en grâce du cinéma muet dans l'actualité. Michel Hazanavicius remporta son pari de faire revivre le cinéma des années 20 auprès du public et de la critique. Mais la réussite de ce film me fait poser une question. Où se trouve aujourd'hui l'héritage du cinéma muet ? Là où le réalisateur français répond à cette question en se tournant vers le passé et tente de nous prouver que les films muets peuvent toujours être d'actualité, 4 ans plus tard, un réalisateur australien cette fois-ci, y répond en regardant lui résolument vers l'avenir pour dynamiter les codes du film d'action moderne. Vous le savez déjà, mais aujourd'hui, on va parler de Mad Max Fury Road. Réalisé par George Miller, le premier Mad Max sort en 1979 et choque par son illustration crue de la violence. Le film sera censuré dans plusieurs pays, notamment en France où il ne sortira qu'en 1982, interdit aux moins de 18 ans et amputé de 6 minutes. Malgré une carrière peu prolifique, avec 10 films en 40 ans, George Miller s'est essayé à de nombreux genres. Après avoir révolutionné le post-apo dans les années 80, il se lance dans la comédie fantastique et réalisera plusieurs films pour enfants avec Babe et les 2 films d'animation Happy Feet. C'est cette carrière protéiforme allant du drame à la comédie musicale qui fait la singularité du cinéma de George Miller. Il en ressort la plupart du temps des films riches et denses, aussi bien sur le plan de la réalisation que du scénario. Le projet Mad Max 4 commence quant à lui en 1997, lorsque Miller a l'idée d'un film qui se déroulerait en une seule et immense course-poursuite. Il s'entoure de l'acteur Nick Latoris, ayant déjà joué dans les premiers Mad Max, et du dessinateur de comics Brendan McCarthy pour écrire le storyboard. D'abord envisagé pour un tournage au début des années 2000, avec Mel Gibson reprenant son rôle du Road Warrior, le film est reporté et annulé plusieurs fois. Il sortira finalement en 2015, avec Tom Hardy et Charlize Theron en tête d'affiche. Ce changement d'acteur s'inscrit dans la tradition de la saga de se réinterpréter à chaque itération. Et même si ce n'était pas forcément une volonté de départ, va permettre à Miller et son équipe de ne pas être prisonniers d'une mythologie trop lourde à porter. Ils peuvent ainsi conserver certains éléments iconiques, comme la veste ou la voiture, tout en étant plus libres sur l'univers et le scénario. Une chose qui ne change cependant pas, c'est la dimension politique et symbolique de la saga. La violence visuelle et morale de ces films a toujours voulu être le reflet des sociétés de l'époque. Dans le premier opus, George Miller exorcisait ce qu'il avait vu et vécu dans son métier d'urgentiste, tandis que le deuxième film s'inspirait de la crise pétrolière de 1973. Fury Road n'y fait pas exception. Dans cette 4e itération, Miller actualise ses revendications en y incorporant un message anticapitalisme teinté de féminisme. C'est un film qui aborde de nombreux sujets comme le deuil, la vengeance, le patriarcat et l'écologie. Le propos central tourne autour de personnages qui espèrent trouver leur salut dans une fuite toujours plus en avant. Miller montre cette démarche comme une course perdue d'avance, nous menant que vers plus de désolation, matérialisée dans le film par une mer de sel stérile et infinie. Selon lui, les terres d'asile comme celles que Furiosa cherche n'existent pas. Elles se feront inlassablement corrompre par les maladies qui infestent le monde. Comme il le dit à travers Max, If you can't fix what's broken, you'll go insane. fuir pour trouver mieux ailleurs n'aboutira qu'à d'autres fuites qui ne peuvent se terminer que sur la mort. La simplicité apparente du script, composé en surface d'un simple aller-retour, a pu être critiquée, mais est un vrai parti pris qui permet à George Miller et son équipe de déployer un éventail thématique et cinématographique très riche. Une richesse cinématographique qui, on va le voir, puise en grande partie dans le cinéma muet. L'apport du cinéma des années 20 se ressent premièrement d'un point de vue esthétique, avec des références picturales à des œuvres comme le Faust de Murnau ou Metropolis de Fritz Lang. George Miller renoue également avec des procédés hérités de cette époque, comme l'image accélérée, qu'il utilisait déjà dans les premiers épisodes, ou l'utilisation de la nuit américaine. La nuit américaine était en effet très utilisée pour tourner des scènes de nuit à court réduit. On tourne une image de jour, sous-exposée, que l'on teint en bleu, parfois directement sur la caméra à l'aide de filtres. De nombreux films utilisent cette technique, notamment le Nosferatu de Murnau, qui en fut un précurseur. Dans le cas de Fury Road, elle est réalisée numériquement en post-production, mais l'effet reste le même. L'influence du cinéma des années 20 dans Fury Road n'est pas qu'esthétique, elle était également narrative. La plus grande inspiration revendiquée par George Miller est le film
le mécano de la générale de Buster Keaton, sorti en 1927. La chaîne Versus a d'ailleurs fait un très bon épisode sur le sujet. Ce film raconte lui aussi une poursuite aller-retour, mais cette fois d'un cheminot sudiste lors de la guerre de sécession, qui souhaite récupérer sa locomotive volée par des soldats du Nord. Cette inspiration de George Miller vient d'une volonté de ce dernier d'aller chercher ce qui faisait l'essence même du cinéma. J'ai essayé de comprendre ce langage, créé par des suites d'images en temps réel, leur musicalité, parce qu'il s'agit bien de musique visuelle. La façon dont on ordonne les plans comme des notes pour créer un mouvement, une fluidité, des émotions, du rythme. Je suis revenu au cinéma muet qui représente le langage filmique à son état le plus pur. Globalement, il n'était fait que d'action et de poursuite. Dans le livre La fin du cinéma, un média en crise à l'heure du numérique, Godreau et Marion développent l'idée que lors de certaines avancées technologiques, le cinéma meurt pour renaître sous une nouvelle forme. Cela veut dire que ce n'est pas parce que l'on fait un film muet aujourd'hui que l'on peut le penser comme un film de l'époque. Une fois le cinéma devenu parlant, on ne peut plus revenir en arrière. Nous subirons pour toujours l'influence de celui-ci. Il y a donc une rupture qui s'est opérée dans la façon de penser les films, lorsqu'est apparue la capacité d'enregistrer la parole. Et c'est de cette rupture que parle George Miller lorsqu'il dit qu'il veut revenir à l'essence même du cinéma, c'est-à-dire s'inspirer de la narration des films avant l'invention du parlant, lorsque le cinéma était encore muet. Pour illustrer de façon plus concrète quelle influence a le cinéma muet sur la réalisation de George Miller, je vais revenir plus en détail sur un passage essentiel pour la relation entre Furiosa et Max, la scène de poursuite dans le canyon. Avant cette scène, Max est méfiant. Il confisque les armes de Warrig, mais avant que démarre la course-poursuite, Furiosa décide de lui donner le code de démarrage du camion. C'est ce qu'appelle Nick Latoris un acte de confiance, et c'est par ces actes de confiance, verbaux ou non, que vont se construire les relations entre les personnages. Lorsque les pillards attaquent, Max tend une arme à Furiosa, c'est le deuxième acte de confiance. Les premiers ennemis arrivent, Max et Furiosa tirent dans des directions opposées et sont séparés par le montage. Puis, Furiosa sort du camion. Cette fois, ils sont réunis sur le même plan. Elle est finalement forcée de rentrer dans l'habitacle et Max lui sauve la vie. Troisième acte de confiance. On voit donc, par le mouvement et l'action, se construire acte après acte la relation entre les deux personnages. Ce n'est évidemment pas le premier à faire ce genre de choses. On peut trouver un tas d'exemples de ce type. Mais ici, il pousse le concept le plus loin possible en en faisant la mécanique principale de son film. Il déclarait d'ailleurs, le concept central était A, une course-poursuite où l'on devait comprendre le contexte, l'histoire et les personnages sur le tard, et B, le MacGuffin devait être humain. Mais tout cela n'aurait pas pu être possible sans l'extraordinaire travail de la monteuse Margaret Sixel. C'est elle qui vient donner la cohérence à l'ensemble et qui nous permet d'avoir à la fois une action frénétique et toujours lisible. Nous ne sommes jamais perdus dans l'espace, et en plus de ça, elle distille ces petits moments essentiels à la réussite du film. Il est très difficile de voir ce qui fait un bon montage, car énormément de choses passent par le ressenti et l'intuition. Mais on peut tout de même identifier quelques éléments clés. Premièrement, elle n'hésite pas à garder le plus possible les regards et les réactions. Cela nous aide à comprendre les personnages et nous attacher à eux. Deuxièmement, le cadrage est pensé pour nous donner des repères visuels forts. Énormément de plans avec le sujet au milieu de l'écran. Cela nous permet de comprendre ce que l'on voit très rapidement sans avoir à chercher dans l'image. Il y a ensuite une grande utilisation d'effets de montage, comme des inserts, des ralentis, des accélérations. Ceux-ci servent à la fois au rythme, mais mettent également en avant certains éléments clés. Par exemple, le ralenti, qui sert à mettre l'emphase sur un moment particulier. On en retrouve dans la première course-poursuite, pour rendre plus impactante la destruction des véhicules. Ils sont aussi parfois associés à des plans rejoués plusieurs fois, pour décupler l'impact de la séquence, une pratique que l'on retrouvait beaucoup dans le cinéma d'action des années 80. Il utilise également des plans accélérés, qui donnent un effet de zoom. Par exemple, lorsque Immortan Joe regarde Nux dans les yeux, nous faisant comprendre l'importance que ça a sur lui. Ce passage me permet également d'appuyer de l'importance du montage son dans Fury Road. Lors de ce plan, on a le mouvement accéléré et découpé, le cadrage central en gros plan, et un bruit de moteur qui accompagne le tout. C'est cette combinaison des trois qui rend ce plan marquant, et qui nous permet, au milieu d'une course-poursuite, de comprendre mieux le lien de fanatisme qu'entretient Immortan Joe avec ses Warboys. Il y a également des effets sonores un peu plus discrets, qui viennent marquer des étapes dans le récit, lorsque Max retire sa muselière par exemple. Cela nous interpelle en tant que spectateurs et nous signale que cet événement présente une étape importante. On peut finalement citer l'effet sonore caractéristique de Mad Max Fury Road. Il revient ponctuellement pour souligner certains passages. Tous ces éléments mis bout à bout nous donnent un montage expressionniste qui s'inspire de tout ce qui s'est fait dans le cinéma d'action depuis le muet.
On a ainsi énormément d'éléments qui nous renvoient à l'artificialité du cinéma, la voix off, la nuit américaine, les images accélérées, les inserts, ou ce flash blanc lors du coup de boule de Knox. Ce n'est pas un montage qui se veut invisible, mais efficace. En voulant consacrer la majeure partie de son film à l'action, le propos devait passer par le montage. Miller et son équipe se servent alors de tous les éléments à leur disposition pour faire passer leur message. C'est du cinématographisme total. Finalement, le montage expressionniste et les décors baroques s'associent à une volonté de faire la quasi-totalité des cascades en dur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la saga, le premier opus faisait déjà la part belle à la tôle froissée et au crissage de pneus. Mais là où cette façon de faire était plus commune aux années 80, Fury Road tranche avec le paysage actuel du blockbuster. C'est un film dans lequel on ne défie pas les lois de la physique. Ce sont des vrais gens dans un vrai désert. Il n'y a pas d'hommes volants portant une cape ou de vaisseaux spatiaux, ce genre de truc. Donc cela n'aurait pas eu beaucoup de sens de tout filmer numériquement, ou en partie. Ça aurait perdu de son authenticité. Malgré les formidables avancées technologiques en 15-20 ans dans le cinéma numérique, il est encore très difficile de faire que quelque chose semble vraiment authentique. Cela s'inscrit selon moi en partie dans cette volonté de retour aux sources du cinéma des années 20, et à Buster Keaton qui était connu pour faire ses cascades lui-même, parfois au péril de sa vie. C'est également une composante essentielle de l'impact que George Miller cherche à transmettre. Certaines images marquent la rétine par leur démence. Ce n'est pas pour rien que le film s'appelle Fury Road. Quelques années plus tard, cette volonté de revenir au côté physique de la cascade a infusé un certain cinéma d'action, et se fait encore ressentir. Ce n'est pas anodin si le premier plan de John Wick 2 rend également hommage au cinéma de Buster Keaton. De la même façon que je me demandais en introduction, que reste-t-il du cinéma muet 5 ans, 6 Oscars et une pléthore d'articles définissant comme film de la décennie, la question se pose, quel est aujourd'hui l'héritage de Mad Max Fury Road ? Même si beaucoup de personnes auraient aimé voir Fury Road comme le nouveau maître étalon du cinéma à grand spectacle des années 2010, le constat est que peu de films essayent de se mettre dans son sillage. On en voit cependant quelques traces ou inspirations. Je pense notamment au film Ad Astra de James Gray, dont la structure en aller-retour a pu s'en inspirer. La trace la plus importante d'un Fury Road pourrait se trouver dans ce retour à la cascade réaliste, et à une utilisation moins présente ou plus intelligente du fond vert. Le Baby Driver de Edgar Wright, film de course-poursuite effrénée, a sûrement puisé dans l'œuvre de Miller, surtout après que son réalisateur l'ait reconnu comme meilleur film d'action de tous les temps. D'autres films se sont engagés dans cette voie, mais de là à dire que tout part de Fury Road, rien n'est moins sûr. 5 ans, c'est encore peu pour déterminer l'impact d'une œuvre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fury Road nous a marqué, nous, les spectateurs. The story has been told. If it was good, it belongs to everybody. If it was bad, it was my fault because I am the storyteller.